Et si la véritable révolution de cette guerre ne se jouait pas sur la ligne de front, mais dans l'ombre des arrières? Le 21 septembre, l'attaque de Foros, station balnéaire tranquille de Crimée, a frappé l'opinion non seulement par sa violence, mais surtout par sa cible. Une zone dédiée au repos, loin de toute installation militaire officielle. Ce choc n'est pas anodin. Soudain, le sentiment d'invulnérabilité de l'arrière s'effondre, et la guerre s'invite dans le quotidien des civils, bouleversant la logique habituelle des affrontements. En réaction directe, une vague de représailles s'est abattue sur 6 régions ukrainiennes en l'espace d'une seule nuit. Kiev, Poltava, Kharkiv, Soumy, Mykolaïv et Zaporijia. Des infrastructures stratégiques, des centres logistiques, des bases aériennes, tous frappés dans une tentative de rétablir la dissuasion et de semer l'incertitude. Mais derrière cette séquence spectaculaire, une question tourmente désormais analystes et décideurs. Le fameux Oreshnik. Ce nouvel outil stratégique, dont on murmure le nom jusque dans les canaux les plus discrets, pourrait bien transformer l'équilibre du conflit. S'agit-il d'une arme de démonstration, d'un avertissement ou du signal d'un nouveau palier d'escalade? Ce qui semblait n'être qu'un épisode isolé devient alors une véritable bascule. Une simple journée suffit-elle pour bouleverser l'ordre des priorités, redessiner la carte des vulnérabilités et faire vaciller la résilience collective? Pour les observateurs, ignorer la portée de ces événements, c'est risquer de passer à côté du moment où la guerre change fondamentalement de visage. La sécurité, les ressources essentielles et même le moral national pourraient en être transformés durablement. Pour comprendre comment une seule frappe a pu modifier la logique du conflit et ouvrir la porte à de nouveaux risques, il faut maintenant regarder de plus près le contexte et les motivations des acteurs. Revenons sur les heures qui ont précédé cette escalade et décryptons en détail ce qui a rendu l'attaque de Foros si déterminante. Comment une frappe sur une école et un sanatorium a-t-elle pu faire basculer la carte militaire de toute une région? Ce qui, pour beaucoup, paraissait encore impensable il y a quelques jours, s'est imposé comme une réalité brutale. Le 21 septembre, des drones ukrainiens ont frappé Foros, en Crimée, tuant 3 personnes et en blessant 16 autres. L'onde de choc psychologique a été immédiate, car ce lieu symbolisait jusqu'alors le calme, loin des scènes de guerre, et n'abritait, selon Moscou, aucune infrastructure militaire significative. Cette attaque a donc brisé un tabou, celui de l'inviolabilité apparente des arrières, et plus encore, celui du quotidien protégé pour des milliers de civils. La réponse russe ne s'est pas fait attendre. Durant la nuit du 22 septembre, une vague massive de frappes a visé Kiev, Poltava, Kharkiv, Soumy, Mykolaïv et Zaporijia. Les cibles? Des bases aériennes, des entrepôts logistiques, des nœuds ferroviaires et des points vitaux pour les opérations militaires ukrainiennes. Plus qu'un simple acte de représailles, ces frappes témoignent d'un changement de logique. On n'est plus dans la symbolique ou l'exception, mais dans une guerre de l'arrière contre l'arrière, où chaque camp cherche méthodiquement à affaiblir la profondeur stratégique de l'autre. Cette dynamique nouvelle dissolue les anciens tabous. La liste des cibles s'élargit, sortant du cadre strictement militaire pour toucher des infrastructures critiques, des zones de transit, parfois même des centres civils stratégiques. L'objectif n'est plus seulement de frapper fort et vite, mais de déstabiliser durablement le tissu logistique, d'épuiser l'adversaire sur le long terme et de priver sa société de repères. Le front s'étend désormais bien au-delà des tranchées ou des lignes de contact visibles. Il investit les arrières, les flux, les symboles même de la résistance et du fonctionnement quotidien. Perdre de vue ce changement de paradigme, c'est sous-estimer la vulnérabilité grandissante de chaque camp. Les règles ont changé. La sécurité n'est plus garantie nulle part. La moindre faille devient une menace, et la capacité d'adaptation prime sur la force brute. Dans ce contexte, chaque nouvelle frappe n'est pas seulement un chiffre ou un fait divers, c'est une pièce du puzzle qui redessine la stabilité régionale et peut, à terme, modifier l'image même du conflit aux yeux du monde. Mais cette intensification recèle une évolution encore plus profonde. La transformation des méthodes de ciblage, où la logistique devient la première ligne de front invisible. Quand chaque entrepôt, chaque aérodrome devient le maillon faible.
Qui gagnera la course à la résilience? Depuis l'attaque sur le littoral de Crimée, la guerre s'est redéfinie. Les affrontements directs laissent place à une stratégie d'usure où l'arrière des lignes devient le véritable champ de bataille. Désormais, les cibles prioritaires sont claires: bases aériennes, dépôts logistiques, infrastructures énergétiques et nœuds de communication. Chaque frappe vise à effriter la capacité de riposte et à ralentir le rythme des réparations côté adverse. Prenons les bases aériennes et les aérodromes. Leur neutralisation ne prive pas seulement l'ennemi de moyens matériels, elle désorganise l'ensemble du plan tactique. Les entrepôts de munitions et les dépôts logistiques, quant à eux, sont le sang invisible des opérations. Les frapper, c'est étirer chaque convoi, allonger chaque délai et exposer davantage les équipes chargées de la remise en état. Les infrastructures énergétiques, souvent considérées comme secondaires, deviennent rapidement des pivots essentiels. Une coupure ciblée transforme une ville ou une base en île isolée, incapable de réagir à temps. Enfin, toucher les nœuds de communication, c'est enfoncer un coin dans la coordination même de la défense. Cette stratégie n'est pas seulement destructive, elle est calculée pour provoquer un effet domino. À chaque fenêtre logistique arrachée, c'est la vulnérabilité globale de l'adversaire qui augmente. Un dépôt détruit, et c'est tout un secteur qui devient lent, hésitant, parfois paralysé. La guerre technique s'invite alors dans la logistique du quotidien, où chaque minute de retard peut faire basculer la situation. La question cruciale est alors posée: qui saura le plus vite rétablir ses flux et camoufler ses ressources? L'initiative appartient à la partie qui maîtrise non seulement la réparation, mais aussi la dissimulation de ses points faibles. Ainsi, l'arrière devient un terrain d'expérimentation permanente, où l'adaptation se mesure en heures, pas en semaines. Mais attention, ne pas adapter ses défenses ou sa logistique, c'est courir le risque de rupture fatale et d'une désorganisation tactique soudaine. L'échec à anticiper ou à absorber les coups peut provoquer l'effondrement local d'un dispositif, puis un effet boule de neige à l'échelle du front. Dans cette nouvelle dynamique, chaque décision technique prend un poids stratégique. L'incertitude s'installe et la résilience devient la monnaie la plus précieuse du conflit. C'est une course silencieuse, où chaque erreur non corrigée se paie cash et où la moindre faille se transforme en cible. Au fur et à mesure que le tempo s'accélère, une question se pose. Quels nouveaux outils pourraient faire basculer l'équilibre? Au cœur de cette escalade plane l'ombre d'un nouvel outil, à la fois mystérieux et redouté, le fameux Oreshnik, dont l'entrée en scène pourrait bouleverser les règles du jeu. Et si le simple murmure d'un mot-clé suffisait à faire trembler des chaînes entières de commandements? Oreshnik. Dans les échanges cryptés et les bribes de discussion, ce nom ne cesse de revenir. Il circule comme un code, parfois chuchoté, parfois affiché, mais toujours chargé d'une menace implicite. Les préparatifs semblent s'accélérer, tandis que certains parlent déjà de tests sur une mini-version, à la portée plus restreinte, mais à la puissance redoutable, calibrée pour des scénarios tactiques d'un nouveau genre. L'introduction d'un outil flexible comme Oreshnik bouleverse l'équilibre stratégique. Chaque nouvelle option augmente l'imprévisibilité du terrain et rend le coût d'une erreur presque insupportable pour l'adversaire. Car désormais, ce n'est plus la carte des positions qui dicte la peur, mais l'incertitude. Où, quand, et surtout, sur quelle cible tombera la prochaine frappe. La sélection des cibles ne laisse place à aucun doute. Usines, ponts, tunnels, nœuds électriques et ferroviaires, tout ce qui structure la résistance et la mobilité. Les listes circulent au plus haut niveau, dessinant un champ de bataille où chaque point vital devient une cible potentielle. Cette méthode ne vise pas seulement l'outil militaire, mais le cœur même de l'infrastructure, là où les conséquences se mesurent en paralysie logistique et en chaos psychologique. Pourtant, le silence officiel persiste. Aucun communiqué, aucune revendication n'est émis, transformant l'incertitude en arme. Ce flou contraint l'ennemi à disperser ses ressources, à renforcer des dizaines de points à la fois, tout en subissant une usure psychologique continue. S'épuiser à surveiller l'invisible devient, pour beaucoup, la pire des tortures stratégiques. Sur le plan de la communication, chaque frappe, quand elle est admise, se présente comme une réponse inévitable,
une nécessité dictée par la protection du territoire. Ce discours renforce l'adhésion interne, légitime l'escalade et donne à la population un sentiment de participation à une riposte juste, même si le prix à payer s'alourdit de jour en jour. Mais derrière ces choix, le risque d'une extension incontrôlable du conflit plane. À force de repousser les limites, la pression sur le moral, l'économie et la stabilité politique s'intensifie. Une offensive logistique n'est jamais sans retour. Chaque pont détruit ou centrale mise à l'arrêt affaiblit non seulement l'ennemi, mais aussi les équilibres fragiles du quotidien. Pour le camp sous le feu, chaque perte logistique devient une saignée lente. Mais pour celui qui frappe, la question brûle. Jusqu'où peut-on pousser ce jeu de nerfs avant de franchir le point de non-retour? À mesure que l'incertitude se mue en nouvelle normalité, une autre question surgit. Comment la société, l'économie et la chaîne de commandement peuvent-elles s'adapter à cette montée en tension permanente? Quand la guerre se joue sur les flux, la patience et l'ingéniosité deviennent des armes aussi puissantes que les canons. Mais comment éviter l'effondrement lorsque l'usure gagne chaque système, chaque esprit? Aujourd'hui, les drones bon marché défient sans complexe des systèmes de défense qui coûtent des millions. Ce renversement bouleverse l'économie de la guerre. Dépenser énormément pour contrer un outil minuscule et agile, c'est courir le risque de s'exposer à l'épuisement. Sous cette pression, la logistique n'est plus seulement un soutien, mais un champ de bataille où chaque livraison, chaque réparation compte. La moindre rupture force des décisions de plus en plus inhabituelles, détourner des convois, improviser des dépôts, disperser les ressources. C'est là que les fragilités, d'habitude invisibles, se révèlent et s'accélèrent. Mais la guerre ne se livre pas qu'avec des armes et des camions. Le front psychologique s'impose, lui aussi, comme un territoire décisif. L'incertitude, les rumeurs, l'usure mentale minent la capacité à résister autant que les pénuries matérielles. Gagner n'est plus seulement détruire, mais tenir plus longtemps, jour après jour, malgré la peur et la fatigue. Désormais, tout se résume à une question d'endurance. La victoire ne sourira pas forcément au plus fort, mais à celui qui saura durer, s'adapter, innover et disperser ses moyens intelligemment. Les scénarios à venir dépendront avant tout de cette capacité à gérer l'épuisement, à garder la tête froide lorsque tout vacille. Sous-estimer cette guerre d'usure, c'est risquer l'effondrement matériel comme moral et perdre le contrôle du calendrier des événements. Car à chaque nouvelle rupture, l'adversaire n'a besoin que d'un instant d'inattention pour faire basculer le rapport de force. Reste alors une seule question, que même les experts évitent. Où se trouve la limite, le point de rupture, et qui sera le premier à la franchir? La véritable bataille ne se livre-t-elle pas désormais entre la résilience des systèmes et la lassitude des sociétés? Face à cette métamorphose de la guerre, chaque décision prise loin du champ de bataille façonne le quotidien de millions de personnes, bien au-delà des lignes de front. L'incertitude s'impose comme une stratégie à part entière, testant les limites de la patience collective et l'endurance des structures institutionnelles. Les centres de décision sont-ils vraiment préparés à affronter une guerre longue, imprévisible, dont les contours se redessinent sans cesse? Les frappes méthodiques, le ciblage silencieux des infrastructures, la pression psychologique qui s'infiltre dans chaque foyer, tout cela révèle une nouvelle logique d'usure, où l'ennemi n'est plus seulement militaire, mais aussi moral et économique. Ignorer cette réalité, c'est risquer bien plus qu'un recul temporaire. C'est permettre à d'autres acteurs d'imposer leurs propres règles du jeu, de décider du rythme, du coût et du sens de la confrontation. Ce rendez-vous avec la lucidité ne doit pas être manqué. Il conditionne la capacité d'un pays à préserver sa souveraineté, sa stabilité et la confiance de ses citoyens. La question centrale reste donc ouverte. Sommes-nous, collectivement et individuellement, prêts à supporter la pression d'une guerre dont personne ne peut prédire la durée ni la forme finale? Ou acceptons-nous, passivement, d'en subir les conséquences, en laissant notre fatigue guider notre résilience? Partagez votre analyse, vos doutes et vos arguments dans les commentaires. C'est dans l'échange que s'invente la résistance de demain.